Salut les amis, demain j'ai de nouveau chimio, le jour de mon anniversaire. On verra comment ça se passe. J'espère que je vais bien supporter le traitement et que je vais pouvoir profiter de cette journée. Je vous tiens au courant. Sur Instagram, je montre que la vie ne s'arrête pas malgré la maladie. J'ai toujours tenu à ne pas être simplement une fille malade, mais plutôt une fille qui, même si elle a un cancer, continue à mener une vie normale et à faire ce qu'elle aime. Marlène est atteinte d'un méduloblastome, une tumeur cérébrale maligne. Il y a 9 mois, elle a été opérée à la clinique universitaire de Gießen et Marbourg, en Allemagne. À présent, elle va être traitée par chimiothérapie. Retour en arrière avec sa mère. Tout a commencé 6 mois avant son opération, au moment de ses débuts dans une comédie musicale du lycée. Elle avait alors 17 ans et se sentait souvent mal. Des lustres que je n'ai pas vu ça. C'est cool de le revoir. Ma chanson arrive maintenant. C'est moi qui vais chanter. On a d'abord pensé qu'elle était anorexique ou enceinte. Elle a même encore passé un examen du bac. Ça a commencé par des pertes d'équilibre et des nausées, surtout le matin et à jeun. Alors j'ai bien sûr d'abord pensé que j'étais enceinte, mais ce n'était pas le cas. À la rentrée, on a commencé à jouer notre comédie musicale. J'arrivais encore à gérer, mais ensuite, je me suis souvent mise à vomir en cachette. Puis en mars, j'ai commencé à voir double. J'étais à quelques mètres de la télé et je la voyais double. Je me suis dit que je devais avoir des hallucinations. Marlène finit par se rendre chez un ophtalmologiste qui l'envoie immédiatement à l'hôpital effectuer des examens plus approfondis. On soupçonne alors une tumeur. Ils pensaient qu'elle était bénigne parce que sur les radios, elle paraissait bien ronde et ne semblait pas avoir métastasé. À ce moment-là, je me disais aussi que ce n'était rien de grave et que je pourrais passer mon bac un mois plus tard. Mais ça ne s'est malheureusement pas passé comme ça. Quelques jours après l'opération, elle apprend que sa tumeur est maligne. Je n'ai d'abord pensé qu'à mes parents. J'avais plus peur pour eux que pour moi, parce que c'est la pire chose qui puisse arriver quand on a un enfant. Moi, je ne réalisais pas véritablement. Je ne réalise d'ailleurs toujours pas vraiment aujourd'hui. J'ai un cancer. C'est tellement insensé. Eric, lui, est agent dans une société de gestion immobilière à Berlin. En 2016, à 27 ans, il fait subitement une crise d'épilepsie à Noël. On lui diagnostique alors un glioblastome, une tumeur cérébrale extrêmement dangereuse. Il est opéré sur le champ, mais la maladie est incurable. Le pronostic est très mauvais. On ne nous dit rien de précis, mais d'après les études ou les témoignages de patients, j'avais entre 6 et 15 mois à vivre. J'ai déjà dépassé les 12. Il est maintenant crucial d'effectuer régulièrement des contrôles et des scanners. On reconnaît bien le cerveau. Et là, il manque un morceau.
C'est le trou causé par la résection tumorale, par l'ablation de la tumeur. Là, ce sont les vaisseaux du cerveau. Tout est en ordre. La situation reste stable, ce qui est une bonne chose en l'occurrence. Je vais donc probablement aller jusqu'à 150 ans. On dit de la tumeur qu'elle s'infiltre dans le cerveau. Ce sont des sortes de petits tentacules qui s'incrustent n'importe où. Et si la nature le décide, la tumeur peut ressurgir. On parle alors de récidive, c'est-à-dire que la tumeur se développe à nouveau. Et d'après les médecins, cela finira par arriver tôt ou tard. On ne peut rien y changer. Alors je me suis fait une raison. J'ai toujours dit, accepte le diagnostic, mais jamais le pronostic. Comme je n'ai plus beaucoup de temps à vivre, je profite de celui qu'il me reste avec mes amis et ma famille. Je pars en vacances et je fais tout ce qui me vient à l'esprit. Depuis, je me contente aussi de m'asseoir dehors au soleil, dans le parc, avec quelques personnes, sans alcool. Depuis le diagnostic, je n'en bois plus. Et je vis. Marlène a elle aussi appris à vivre avec la maladie. Voyons ce que donnent mes cils. Je veux continuer à mettre du mascara tant que je peux, avant qu'il ne retombe. J'espère ne pas en perdre trop. Peut-être même qu'ils résisteront, qui sait. Ce serait vraiment cool. Au début, les médecins me disaient toujours que je devais me battre et être forte. Je demandais à mon père ce qu'ils entendaient par là et comment je devais me battre. Avec le temps, j'ai appris ce que ça signifie. Se focaliser sur les choses positives, regarder vers l'avant et ne pas se laisser abattre. Peu importe ce qui arrive et si un jour est plus mauvais qu'un autre. Après les mauvais jours, il y en aura forcément toujours de meilleurs. Ça va mieux quand on regarde vers l'avant. C'est bête, mais rester au lit à pleurer sur mon sort ne m'apportera rien de toute façon. C'est lorsqu'elle a perdu ses longs cheveux que Marlène a pleuré. J'étais davantage bouleversée par la chute de mes cheveux que par la maladie elle-même. Parce que du coup, tout le monde voit que j'ai le cancer et s'apitoie. Et ça, je n'en ai pas du tout envie. Avant, mes cheveux arrivaient jusque-là. Quand j'ai su pour la chimio, je les ai rasés. Je tenais à ce que ma mère soit à mes côtés, et surtout mon petit ami, parce que je ne voulais pas qu'il me voie du jour au lendemain sans cheveux. J'avais peur de sa réaction. Nous nous sommes tenus la main, j'ai pleuré, puis ils m'ont coupé les cheveux. Maintenant, ça fait partie de moi. Et je trouve même que c'est plutôt joli. Je n'aime pas trop mettre la perruque. Me revoilà avec des cheveux. Je n'ai pas du tout la même tête. Mais c'est agréable de sentir à nouveau des cheveux sur ma tête. Je n'en avais plus depuis un moment. J'ai mis ma perruque. Je trouve ça pas mal, mais je crois que je préfère la boule à zéro. Qu'est-ce que vous en dites? Lorsque le diagnostic est tombé, Marlène était avec Daniel depuis 6 mois. La perruque m'allait bien. Je peux te montrer? Non, reste comme ça. J'ai quand même reçu beaucoup de commentaires qui disaient que ça m'allait très bien. Sinon, c'était toujours, bah, la perruque c'est moche. C'est vrai, c'est pas vraiment toi. Il avait surtout peur pour moi. Mais je lui ai dit que j'avais de bonnes chances et qu'énormément de gens s'en sortaient. On s'est simplement dit qu'il n'allait rien arriver, que tout allait bien se passer.
que je n'allais pas mourir, que c'était hors de question. C'est plus joli si on ne voit pas mon bonnet? Oui, remonte-le un peu. On le voit encore? Et mes oreilles? C'est bon. La plupart des photos que poste Marlène sont faites par Daniel. C'est sa manière à lui de l'aider à lutter contre la maladie. Prends celle-là. Tu vas trop vite, on n'arrive jamais à suivre. Celle-ci est plus terne. Ça se remarque pas. Non, mais je trouve l'autre bien meilleure. Ça renforce vraiment notre relation. Cette épreuve qu'on a traversée ensemble a resserré nos liens et rend notre relation vraiment unique. On est bien plus qu'un simple couple. On se donne aussi des conseils. On est un peu forcé de grandir ensemble. On ne peut pas dire « Bon, tu es malade, alors je vais prendre un peu de recul. Tu vas t'en sortir toute seule. » Parce qu'on a envie d'aider l'autre. Certains le disent peut-être. Oui, tout dépend de la personne. Mais je parlais de nous. En tout cas, ça nous a rapprochés. Oui. J'ai publié ça pour notre 2e anniversaire. 94 000. Likes. La photo a eu un succès fou, sans doute à cause du contraste saisissant entre lui, très sombre, et moi, toute blanche et sans cheveux. Avec cette photo, j'ai eu 20 000 nouveaux followers d'un coup. J'en compte maintenant 75 700. C'est vraiment super génial. Le cancer a une incidence radicale sur la vie des jeunes gens qui en sont atteints. Ils sont à un âge où on se lance dans la vie avec beaucoup de projets. Chaque année en Allemagne, 15 000 jeunes adultes entre 18 et 39 ans découvrent qu'ils ont un cancer. Leurs chances de survie sont bonnes. 80% d'entre eux vont guérir. L'Institut allemand pour les jeunes adultes atteints de cancer se consacre aux défis particuliers liés à cette tranche d'âge. Luzana a 25 ans. Il y a 2 ans et demi, cette jeune mère de famille a développé un lymphome. Juste avant de démarrer sa chimiothérapie et sa radiothérapie, elle a fait prélever et congeler ses ovocytes, afin d'être en mesure d'avoir d'autres enfants plus tard. En fait, je voulais avoir un 2e enfant avec mon mari actuel, après avoir fini mes études et avant d'entrer dans la vie active. Mais le destin en a décidé autrement. Alors quand je suis entrée à l'hôpital et que la psycho-oncologue est venue me voir pour évoquer mon désir d'enfant et me demander si je ne voulais pas me renseigner là-dessus, on n'a pas hésité. Frauke Frodel travaille pour l'Institut. Elle a demandé à Luzana de partager son expérience dans une des petites vidéos mises en ligne sur leur site. D'un côté, tu es très inquiète pour ta vie et tu as peur. Tu es mieux placée que moi pour en parler. Et de l'autre, tu es évidemment confrontée à des questionnements existentiels. Voilà à quoi pourrait ressembler ta vidéo. Aux côtés de mon mari. Oui, je trouve ça super qu'il participe aussi. Le problème, c'est que les jeunes gens atteints d'un cancer et qui n'ont peut-être pas encore envisagé d'avoir des enfants voudront sans doute un jour devenir parents. Or, les traitements par chimiothérapie ou radiothérapie peuvent nuire à la fertilité, rendre temporairement infertile, voire définitivement stérile. Il faut absolument que ces jeunes adultes aient la possibilité de fonder une famille par la suite. Luzana a terminé son traitement. Elle est maintenant en rémission. Sa tumeur a cessé de se développer, mais nécessite des contrôles réguliers. Luzana pourrait donc bientôt avoir un autre enfant. La congélation des ovocytes coûte plus de 4 000 € et n'est pas remboursée par l'assurance maladie. À cette somme, viennent encore s'ajouter des frais de conservation.
Nous payons 167 € par semestre. Mensuellement, ça reste correct, surtout quand on sait tout ce que ça implique. Mais peut-être qu'on pourra avoir un enfant de manière naturelle si mon état de santé est suffisamment bon. Dans ce cas, nous pouvons aussi choisir de faire un don anonyme. Ça pourrait aider quelqu'un qui a oublié de faire la démarche ou qui n'en était pas informé. Mais on n'en est pas encore là. Tant que je ne suis pas certaine d'être sortie d'affaires, mes ovocytes resteront stockés à mon nom. Marlène a elle aussi pris ses dispositions. Malgré son cancer, elle tient absolument à mener une vie normale, ce qui signifie pour elle avoir des enfants un jour. Ce qui l'aide et lui donne du réconfort, c'est le cheval de sa mère. C'est bien. Je le retiens? Comme ça, pour qu'il s'appuie davantage sur l'arrière que sur l'avant. Sinon, il n'est que sur les épaules. Il doit s'entraîner. C'est bien. Tiens-le plus haut. De l'autre côté. Salut, je suis avec ma maman et je vous présente son cheval, Monsieur Roy. Et l'alarme sonne pour mon antibio. Parfait. Je ne l'ai pas monté parce que j'étais pas sûre d'y arriver physiquement à cause de la chimio. S'il y a des cavaliers parmi vous, ils connaissent sûrement ça. Quand on est auprès d'un cheval, on oublie tous ses soucis. On se sent tout simplement mieux. Marlène discute en permanence avec ses followers. Elle y attache beaucoup d'importance. Ils sont nombreux à comprendre ce que je ressens avec le cheval. Ils m'ont dit qu'ils ont vécu la même chose, que les chevaux les avaient beaucoup aidés à se changer les idées et que ça les réconfortait. Les gens m'écrivent souvent. Ça les aide de voir que je vais bien, de voir quelqu'un qui se montre très fort. C'est déjà arrivé qu'on te parle d'un décès? Oui, mais je réponds que je n'aime pas trop parler de ça. On ne pense pas vraiment soi-même qu'on pourrait mourir, alors j'essaie d'éviter le sujet. La chambre de Marlène se trouve dans la dépendance, de l'autre côté de la cour. La cuisine et le salon sont dans la maison principale. Les parents de Marlène, ainsi que ses frères et sœurs, la soutiennent de leur mieux. C'était un choc terrible pour nous. Au début, on se disait parfois que notre vie était fichue. Moi, du moins. Je me demandais à quoi rimait encore la mienne. Et puis avec le temps, on finit par apprendre à vivre avec la mort. On parle aussi beaucoup toutes les deux. C'est parfois très dur. Les parents de Marlène sont fiers de voir la manière dont leur fille compose avec sa maladie. Je suis souvent épatée de voir comment elle gère ça. Je ne sais pas comment elle fait. Il m'arrive même d'en rester sans voix. Voilà pourquoi on tolère cette histoire d'Instagram. Même si au départ, on aurait plutôt tendance à contrôler ce genre de choses. Parce que ça ne nous plaît pas forcément de tout rendre public. Ça lui donne de la force pour combattre, alors on n'a rien contre. D'autant qu'elle le fait de manière responsable. Bon, c'est vrai qu'on a dû d'abord s'y habituer, mais ça ne pose pas de problème. Tout ce qui peut l'aider est une bonne chose. Les gâteaux d'anniversaire sont prêts. Marlène tient aussi à partager publiquement sa joie. Demain, je vais avoir 19 ans. Cette 19e année devrait ressembler à la précédente. Quoi qu'il en soit, je me réjouis pour l'avenir et cette nouvelle année de ma vie. À très vite, Marlène.
Eric parle aussi publiquement de sa terrible maladie. Il écrit régulièrement sur son blog intitulé Rummelschubser, le grand chambardement. Au départ, ça ressemblait plus à un journal intime, mais c'est devenu une sorte d'autothérapie. On peut dire tout ce qu'on a sur le cœur. Quand quelque chose nous énerve, on écrit un article et les gens savent ce qui nous tracasse. Ils peuvent alors nous donner des conseils. Il y a un échange. C'est l'un des avantages d'Internet. On va vers les gens plutôt que d'être là à se dépressionner. C'est un néologisme. Les statistiques montrent que son blog a du succès, même si Eric ne parle pas que de choses positives. Si je vais mal, je le dis. Et si je vais bien aussi. Je n'essaie pas de faire semblant. Parce que si un jour je devais dire que ça allait vraiment mal, ça arriverait un peu comme un cheveu sur la soupe. Ce serait idiot. Eric fait tout pour vivre le plus longtemps et le mieux possible. Il a épuisé toutes les thérapies conventionnelles et a repris le travail. Il n'est plus traité pour le moment, mais il a essayé de trouver des thérapies alternatives. Au tout début, on m'a donné de la méthadone. J'en ai dans mes placards, mais je n'en ai jamais pris, parce qu'on m'a rapidement prescrit du cannabis. Je me suis renseigné et j'ai vu que les effets sont pratiquement identiques. J'ai donc commencé à prendre des fleurs de cannabis contre les effets secondaires de la chimiothérapie, la nausée, le manque d'appétit et les troubles du sommeil. Ça ressemble à ça. D'un point de vue médical, c'est notamment censé empêcher les métastases, ralentir le développement du cancer. Tout ça est encore un peu expérimental. Mais jusqu'ici, ça a fonctionné. Je vis encore. Et je vais bien. Plus ou moins. Marlène doit se rendre à l'hôpital une fois par semaine pour sa chimiothérapie. Sur Instagram, elle préfère évoquer uniquement ce qui lui fait du bien et ce qui l'aide. Elle n'aime pas parler publiquement de l'éventualité d'une fin tragique. Ses chances de survie restent incertaines. D'après les statistiques, elles sont plutôt bonnes, de l'ordre de 70 à 80%. Parfois moins, mais ça dépend toujours des individus et de l'efficacité du traitement. La jeune fille en est à son 2e cycle de chimiothérapie. Elle est traitée dans le service d'oncologie pédiatrique du professeur Dieter Kerholz, car la tumeur au cerveau dont elle souffre n'atteint que les jeunes. Il y a des tumeurs bénignes. Enfin, je dis bénignes, mais dans le cerveau, elles ne le sont jamais. La tumeur a besoin de place et peut entraîner une hypertension intracrânienne. Ces tumeurs se développent néanmoins lentement, contrairement à d'autres comme le médulloblastome. Eh bien, c'est terminé. Tu peux nous rappeler, à moins que tu préfères qu'on t'appelle quand on aura les résultats sanguins? Ouais, ce serait super. On verra alors s'il faut poursuivre le traitement ou non. Oui. D'accord? Oui. Tu peux y aller. Parfait. À la semaine prochaine alors, merci. Oui, à la semaine prochaine. Merci, au revoir. À la semaine prochaine. Chez les enfants et les adolescents, on rencontre plutôt des tumeurs à développement rapide et chez les personnes plus âgées, ce qu'on appelle des carcinomes, qui se développent plus lentement. La tumeur cérébrale la plus fréquente chez les jeunes adultes est le glioblastome, dont le pronostic est évidemment très mauvais. C'est le cas du cancer d'Eric, qui a donc intégré l'éventualité de sa mort dans son agenda. Dans le cas improbable où je viendrais à mourir soudainement, j'ai inscrit sur ce papier le code PIN de mon portable, dans lequel se trouvent tous mes mots de passe ou autres. Comme ça, si quelqu'un vient me trouver, ce mot est peut-être la première chose qu'il verra.
Apprendre qu'Eric était atteint d'un cancer incurable a été un choc pour ses proches. J'ai commencé à faire de l'humour noir. Je suis par exemple allé au cimetière avec un de mes meilleurs amis et on a choisi des emplacements. Ce qui n'a pas trop fait rire ma mère. Mais avant d'annoncer aux gens qu'on a un cancer, le ton de la discussion est toujours très grave. Alors si on peut saupoudrer ça d'une pincée d'humour, ça permet de mieux le vivre et de mieux leur faire digérer la nouvelle. Je vis davantage dans le présent. Avant, je ne pensais qu'à gagner de l'argent, avoir une maison, une femme, un enfant, un chien. Mais aujourd'hui, je jouis du moment présent. Je suis donc serein. Ce qui doit arriver arrivera. Eric et ses meilleurs amis, Michael et Paul, se connaissent depuis une dizaine d'années. Avant, il ne pensait qu'à faire la fête. Et depuis son cancer, il a commencé à se fixer des buts. Il s'est vraiment épanoui. J'ai trouvé ça bien qu'il reprenne sa vie en main. Au départ, on ne réalisait pas qu'il allait vraiment mourir un jour. Au début, c'était très dur. Quand vous prenez conscience qu'il ne sera peut-être plus avec vous l'année suivante, et que vous imaginez son enterrement ou la vie sans lui, c'est vraiment dur. Après la première opération, j'ai réalisé qu'il pourrait réellement mourir, que c'était même très probable. Dans ces moments-là, il arrive qu'on retienne quelques larmes. C'est vrai ? Ouais. C'est la première fois que je le voyais avec une poussière dans l'œil. J'attends toujours vos oraisons funèbres. Je ne l'ai pas encore commencé. Je vous les avais demandées tout de suite après ma première opération. Je les attends depuis 1 an. J'ai refusé d'en écrire une. Proches et amis de Marlène se sont réunis pour son 19e anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Depuis qu'elle est malade, Marlène voit la vie différemment. Happy birthday to you. Avant, j'étais quelqu'un de très dissipé, disons. J'étais toujours assez insatisfaite aussi. Je ne savais pas autant apprécier la vie. Aujourd'hui, je suis plus heureuse. Je sais mieux apprécier les choses et je mets plus de passion dans ce que je fais. Et je sais ce que ça veut dire d'être en vie. Je ne pourrais pas dire exactement d'où je puise cette énergie positive. Sans doute avant tout de mes amis et de ma famille, avec qui on parle ouvertement de tout et qui sont toujours là pour moi. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de répondre au pourquoi. On se demande toujours pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et la réponse est simple, c'est une question de hasard. Personne n'y peut rien, ce n'est pas héréditaire, je me suis pas mal nourrie, ça aurait pu arriver à n'importe qui. C'est simplement la faute à pas de chance. Ses amis lui ont écrit une carte d'anniversaire. Chère Marlène, comme on dit dans les séries, une nouvelle saison démarre aujourd'hui. Dans la précédente, il y a eu des moments dramatiques où l'héroïne était mal dans sa tête. Pour cette nouvelle saison, nous espérons qu'il y aura surtout des beaux moments. On sera toujours là pour te soutenir, même pendant les passages les plus effrayants, et même si, de peur, nous en perdons nos cheveux.